J'aimerais juste enlever ça. Donc, bienvenue à Jeanne Véry du bureau Baraki et puis Xavier Brunkel qui va poursuivre la présentation du bureau Brunkel-André. Donc, l'agence Baraki, bureau Baraki, 6 ans de vie avec 4 collaborateurs et 3 associés. Vous pratiquez le Baraki, le barakisme, qui effectivement, qui à son échelle espère imprégner un changement lent dans les mentalités, rendre l'architecture plus accessible et puis proposer des solutions mêlant l'humain et son environnement. Donc Jeanne, je te laisse la parole. Alors, on peut, si j'y arrive. Il y a ça qui est partagé. On va juste enlever ça. Je laisse au milieu. Il ne le voit pas. OK. Bonjour. Bonjour. Comme Lynn l'a très rapidement présenté, je viens de l'EPFL. J'ai fait mes études ici à Lausanne, pas ici à Genève, mais donc à Lausanne. Et j'ai fondé mon bureau en 2014 avec maintenant 2 associés. Les projets que je vais vous présenter ici sont des projets de super contextualisation. C'est un thème que nous, on aborde assez régulièrement, qui permet de donner une réponse au projet à travers une compréhension de l'environnement de projet très poussé et puis à travers, comme je vais vous l'expliquer, une réponse plutôt émotionnelle. Une des questions qu'on se pose en général au début d'un projet, c'est à qui profite le crime. Ça veut dire à qui profite réellement le projet. Quand on cherche pourquoi est-ce que quelque chose a été commis, on se demande qui sont les gens qui vont réellement bénéficier de ça. Et malgré ce parallèle macabre, c'est tout de même une question qu'on se pose. Qui va réellement bénéficier des choix et du travail de l'architecte qui a été mandaté? Est-ce que c'est les gens qui vont payer ou est-ce que c'est les gens qui vont réellement vivre à l'intérieur des bâtiments ou qui vont bénéficier des surfaces dans lesquelles ils se trouvent? Et pourquoi est-ce que notre réponse architecturale est une réponse plutôt émotionnelle? C'est parce que on a le côté pragmatique, mais on a aussi le côté émotionnel. Et le côté émotionnel de l'humain, il fait appel à son vécu. Et on pense que le vécu de chaque personne qui va vivre le bâtiment, vivre l'infrastructure, vivre le projet, est important dans chaque expérience. L'ancrage de chaque personne permet en fait de comprendre pourquoi est-ce qu'on aime un lieu et comment on s'y retrouve. Par exemple, quelqu'un qui a été dans une voiture quand il était petit, ou est-ce qu'il faisait que de vomir parce qu'il ne supportait pas la voiture, et ben, il va avoir un ancrage plutôt négatif à la voiture. C'est des choses qui peuvent changer, mais les lieux fonctionnent de la même façon. Et par exemple, des enfants qui se retrouvent dans une cuisine où est-ce qu'il y a un parent alcoolique qui rentre tous les soirs, ça va créer peut-être un ancrage plutôt négatif par rapport à l'objet cuisine, disons. Donc cet ancrage émotionnel, pour nous, il est super important et il fait appel à un passé, un vécu. Et le but de l'architecture, si on veut que les gens prennent soin des lieux et les comprennent surtout, c'est de faire appel à cette émotion et rendre des lieux pour que les gens dans lesquels les gens vont se sentir bien. Par exemple, l'exemple du passage sous voie, il est assez représentatif. À un moment, encore maintenant, on crée des passages sous voie parce qu'il y a une route, il faut qu'on passe de A à B. Quand on passe de A à B en allant tout droit, on se fait écraser. Du coup, on a décidé qu'on allait faire un passage en dessous, mais la réalisation, elle est hyper pragmatique. On passe par en dessous pour ne pas se faire écraser. Il n'y a pas besoin d'avoir été agressé dans un passage sous voie pour se rendre compte qu'en fait,
c'est pas un lieu qui nous inspire une confiance totale, dans lequel on est extrêmement heureux de se promener sans se sentir un peu oppressé. Donc, la réflexion émotionnelle, elle est hyper importante là-dedans. Et réfléchir émotionnellement à ce que les gens vont ressentir dans un lieu, ça ne veut pas dire faire une réflexion qui va être hors de prix et hors budget. Ça ne veut pas dire être irréaliste non plus. Ça ne veut pas dire enlever le pragmatisme. Ça veut juste dire ajouter en plus une dimension émotionnelle. Les 3 projets que je vais vous présenter concernent des infrastructures. C'est des projets sur lesquels on travaille beaucoup. Les infrastructures, c'est des télésièges, par exemple, mais c'est aussi en fait tout ce qui nous entoure, ce dont quoi on vit, mais qui est invisible. Un trottoir, c'est une infrastructure. Un rail de métro, c'est une infrastructure. Et notre environnement construit quotidien, c'est une infrastructure. Il n'y a pas de changement de slide sur le... Ah, c'est parce qu'on n'a pas... C'est toujours aide? Non, 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 c'est toujours ton... C'est bon là? C'est activé? Donc, c'est bon. Donc, l'infrastructure, elle permet aussi de nouveau de s'identifier au lieu. Par exemple, qu'est-ce qui fait que quand vous êtes à Genève ou quand vous êtes à Paris ou quand vous êtes à Rome, à part lire les panneaux, vous savez que vous n'êtes pas dans le même lieu. Vous le savez parce que l'asphalte n'a pas la même couleur, parce que le rail de métro n'est pas la même couleur, parce que les trottoirs ne sont pas avec les mêmes pierres. Et ça, c'est tout ce qui nous entoure, c'est l'infrastructure, c'est l'environnement quotidien dans lequel on vit. Et en fait, parallèlement, ça marche ? L'infrastructure, c'est ce qui permet de toucher le plus grand nombre de personnes. Donc, tout le monde peut, beaucoup de gens peuvent aller au musée et se rendre compte de ce que c'est une belle architecture, mais tout le monde vit dans l'infrastructure. Et c'est pourquoi, à notre avis, ça doit être soigné, parce que c'est ça qui touche le plus grand nombre de gens. Le premier projet que je vais vous présenter, c'est le foyer Sainte-Élisabeth. Donc, c'est un foyer pour requérants d'asile mineur. Donc, il y a diverses transformations qui ont été exécutées sur ce foyer, mais je vais vous présenter une en particulier. Donc, qui se situe dans les sous-sols de ces trois bâtiments. Donc, ici et ici. Donc, ici et ici. Donc, en fait, c'est un foyer vieux qui ne paye pas de mine et qui ne fait pas très envie pour installer des sanitaires là-dedans. Mais de nouveau, on est dans une question d'infrastructure. Donc, on dit bêtement, une infrastructure, ça peut être mis au sous-sol parce qu'en fait, il n'y a pas besoin, personne la voit. On demande aux gens de se doucher et c'est tout. Sauf que, comme on peut le voir dans vos projets aussi, la douche, c'est un rituel qui est intéressant, qui est important, qui peut aussi être mis en valeur. Et du coup, on a réfléchi à se dire comment, en partant d'un sous-sol, on peut mettre en valeur des salles de douche. Ça passe à travers des réponses qui sont simples, qui n'ont pas besoin d'être onéreuses ni ultra recherchées. Par exemple, des salles de sanitaire et des salles de douche, elles sont entièrement en carrelage. Je vais juste mettre un affichage plein. Donc, comment, à travers un carrelage qui est du même prix, qui aurait pu être saumon comme le premier de gamme, on peut réfléchir à qu'est-ce que c'est le fait de rentrer dans une salle de douche. Qu'est-ce que ça veut dire passer la porte, passer d'un espace à un autre. Qu'est-ce que ça veut dire voir le mur aveugle du fond. Comment est-ce que des gens qui doivent juste aller effectuer un acte simple qui est se doucher, ils peuvent... Ça joue? Ok, c'est bon, je reste comme ça. Comment est-ce que des gens qui vont juste faire l'acte de se doucher, ils peuvent bénéficier de juste un lieu simple, mais qui aurait eu un peu de soin?
Ça passe à travers peut-être juste avoir des portes de douche différentes. Ça passe à travers réfléchir sur des espaces existants, comme par exemple cette alcôve, qui est en fait au-dessus un beau window, mais en dessous qui se retrouve d'être juste une alcôve semi-enterrée, dans laquelle on nous a dit mettez juste un banc en bois et les gens vont pouvoir poser leurs habits. Et on a réfléchi à quel point on pouvait mettre en valeur cette alcôve et à quel point on pouvait proposer un travail sur le carrelage qui permettrait de rendre ce lieu différent et pas juste une vieille douche en sous-sol. On a travaillé avec un artiste avec lequel on travaille souvent et avec un processus d'impression dans l'émail qui représente ici des volcans en Sicile et qui a été carrelé dans toute cette alcôve. C'est une façon pour nous de dire on donne de l'importance à ce lieu, on donne de l'importance à le fait que vous allez vous asseoir pour attendre que les gens aient fini de se doucher. Et ça permet aussi de créer un ancrage pour des gens qui sont de passage. C'est un foyer pour requérants. Les gens viennent ici 2 mois, ensuite ils repartent. C'est important pour nous. C'était important aussi pour nous de dire vous êtes dans un lieu qui est soigné, vous êtes dans un lieu où vous voyez que les gens ont mis une certaine importance et vous vous en rappellerez. Je vous présente ensuite un deuxième projet qui a été fini l'année dernière, qui s'appelle Riederberg, du nom du village, l'intégration urbanistique d'un mur de soutènement. Donc, de nouveau, on n'est pas dans des trucs qui sont hyper sexy parce que c'est un mur, mais l'image que je mets en fond d'écran, c'est le monstre du Loch Ness, soi-disant une image du monstre du Loch Ness qui a été photographiée alors qu'il sortait la tête de l'eau jadis. Pour moi, ça représente le fait de ce monstre, apparemment, qui est dans un lac assez quelconque. Le mur de Riederberg, il est dans ce minuscule village dans la partie suisse allemande du canton de Fribourg. Donc, le village, somme toute, c'est 4-5 maisons. Et puis, ce village, il est traversé par une route cantonale immense qui a une échelle territoriale, donc les routes cantonales qui permettent vraiment de relier les grandes villes. Et tout d'un coup, cette route cantonale, dans sa courbe, elle a besoin d'un mur pour retenir toute la terre. Et en fait, tout d'un coup, cette route cantonale et ce mur, ils doivent parler le langage de l'échelle d'un village. Donc, comment est-ce qu'on super contextualise le lieu en le comprenant? Là, vous avez une coupe qui montre en fait l'amas de terre qui doit être retenu par ce mur, alors qu'une voiture, c'est cette taille à peu près. Donc, on comprend qu'on ne peut pas vraiment faire autrement que mettre un mur. La réflexion, ça a été de dire comment est-ce qu'on amène un mur qui fait 120 mètres de long et 8 mètres de haut à son plus haut point dans un village qui est principalement en contrebas, donc qui va avoir vraiment une plaque en béton immense sur la figure. Et le parti pris était aussi de dire on ne va pas commencer à dire « Ah, mais c'est un mur, mais en fait, il pourrait être dans le végétal, donc on va essayer de le recouvrir avec du végétal pour le rendre moins visible. » On dit « C'est un mur, c'est une infrastructure, il faut l'assumer. » qu'elle soit visible, mis à part le fait aussi que mettre du végétal sur un mur, sur un ouvrage d'art, ça l'abîme et donc c'est pas du tout durable, donc ça ne fonctionnait de toute façon pas, mais le parti pris est de le montrer réellement. Donc vous le voyez bien ici, vous voyez le village en contrebas et vous voyez ce mur qui fait pratiquement la longueur du village. Et la proposition est de l'intégrer d'une façon, en ayant cette réflexion autour du mur, des montagnes. De la même manière, avec cette idée de contextualisation, on n'aurait pas fait ce mur, par exemple, en Belgique où il n'y a pas de montagne, parce qu'il n'y aurait pas eu de rapport de reconnaissance pour les gens. Donc ici, il y a aussi cette référence de l'armée suisse qui cache ses nombreuses munitions et avions dans des aéroports cachés dans la montagne.
on a pris aussi le parti d'aller dans ce langage-là et de dire comment est-ce qu'avec l'humain et des outils informatiques, on peut proposer un mur qui ne veut pas copier la nature, mais qui est dans une déclinaison du langage de la nature. On voit très bien que ce n'est pas un truc naturel, rien n'est aléatoire. En fait, le mur est composé de modules qui sont qui sont répétés. Donc, en fait, chaque module, ça, c'est un module, ça, c'est un module. En fait, c'est 8 modules, c'est 6 modules qui sont à chaque fois répétés, où est-ce que les arêtes sont travaillées pour qu'on croie qu'on fasse ressentir une continuité. Mais en fait, c'est vraiment les mêmes modules qui sont, on le voit ici, qui sont répétés. Le fait que le mur est sur un plan spirale, en fait, il est sur un plan courbe, ça permet de lui donner vraiment un geste qui fait que, suivant l'orientation du soleil, le mur scintille, donc il a comme des facettes qui bougent. En plus, ce n'est pas un mur devant lequel on marche à pied, c'est un mur qui s'adresse à la circulation. Du coup, le mouvement cinétique de la voiture permet vraiment d'avoir des facettes qui s'animent. Et pour nous, c'était une façon aussi de le rendre moins massif, moins présent. Les photos qui sont projetées à l'écran sont des photos en temps réel à 13h30, par exemple, 14h quand le soleil est exactement dessus, donc il n'y a pas de retouche et le contraste du béton est exactement celui-là. Donc le rendu 3D était photoréaliste était moins bon que ce qui est sorti, donc c'est pour nous une réussite. Et le dernier projet que je vais vous présenter, c'est des marquises pour la nouvelle gare de Bulle. L'image de référence qui est derrière, c'est des cartes topographiques suisses. Ce projet, c'est un projet qui s'est déroulé en mandat d'études parallèle, donc comme un concours sur sélection où est-ce qu'il y a 3 ou 4 équipes qui avancent en même temps avec des deadlines, puis après un seul lauréat est choisi. Là-dessus, on s'est intéressé à la question de la qualité du bâti. Qu'est-ce que c'est? Où est-ce que ce projet s'implantait? Quelle était sa contextualisation et pourquoi est-ce que les gens sont attachés à ce lieu? Le lieu, c'est Bulle, donc c'est le chef-lieu du district de la Gruyère dans le canton de Fribourg. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est la Gruyère, mais c'est vraiment maxi carte postale, les petits vallonnements, les anciens chalets en pavillon. C'est vraiment hyper touristique, mais aussi ultra sauvegardé. Donc, c'est vraiment un patrimoine bâti dans lequel on vient s'insérer qui doit être vraiment de qualité. Que veut dire qualité du bâti? Ça veut dire une façon de présenter l'architecture nouvelle ou ancienne qui est définie par un attachement, une reconnaissance que les gens ont dans un lieu et donc une identification. Si on reconnaît quelque chose qu'on aime, eh bien, on va s'identifier et on va préserver ce lieu ou en tout cas essayer d'aller vers des qualités de logement, de création qui seront proches de ce qu'on connaît. Si on est dans des qualités moindres, ça va être difficile pour nous, pour vous, pour tout le monde, d'aller vers de la bonne qualité parce que ce n'est pas de ça qu'on vient. Donc, pour en revenir à Bulle, voilà la place de la gare de Bulle, donc avec la gare et ces trains qui sont là en bas, avec des aménagements paysagers qui étaient donnés, et puis ces quais, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, et puis un là-bas au fond, qui sont des quais d'une gare routière, donc des bus qui vont venir chercher les gens qui attendent pour les amener à travers la Gruyère, à travers justement ces vallonnements et puis ce voyage. C'est quelque chose pour nous, qui était important de s'attacher à ça, de se dire, voilà, qu'est-ce que les gens ils vont vivre, qu'est-ce qu'ils vont ressentir en se promenant dans ce bus. Peut-être qu'ils vont avoir envie de vomir aussi, mais peut-être qu'ils vont aussi admirer le paysage. Et qu'est-ce qu'on fait quand on attend sous une marquise? On regarde son téléphone, mais aussi peut-être on regarde qu'est-ce qui nous abrite, sous quoi est-ce qu'on est. Et c'est pour ça qu'on a décidé de travailler la sous-face de la marquise.
Donc, en fait, une marquise, c'est quelque chose d'assez simple. C'est un abri, donc c'est un poteau et puis une dalle. Donc, on ne va pas réinventer la roue et commencer à faire des poteaux incroyables. On s'est dit, bon, voilà, quel est l'élément qu'on peut travailler? Donc, la sous-face. On était en équipe avec un bureau d'ingénieurs aussi. Parce que de nouveau, on est à cette limite de l'infrastructurel et de l'architecture, donc l'ingénieur est quand même très présent. Et l'ingénieur, lui, avec lui, on a développé ces schémas qui expliquent en fait les schémas de déformation de la dalle quand on vient y mettre un poteau vertical, des poteaux verticaux en l'occurrence. Donc, comment est-ce qu'une dalle en bois va bouger ou en béton va bouger quand elle a une pression en point donné par le fait que les poteaux doivent soutenir cette dalle. Ces schémas de déformation, ils vont commencer à dessiner, voilà, c'est ce genre de graphique que vous voyez sur le troisième, je peux aussi parler aux gens qui sont à l'écran, sur le troisième dessin à gauche. Ça va permettre de générer aussi où est-ce que doit être la matière. Donc, bien sûr qu'il va falloir qu'il y ait plus de matière autour des poteaux, parce qu'autrement, ça ne tient pas. Donc, en parallèle du travail sur les courbes topographiques et le voyage, qui est un travail plus émotionnel, on a ce travail très ingénieral de dire, voilà, on ne peut pas juste faire ce qu'on trouve joli, mais comment est-ce qu'on règle les deux problèmes en même temps? Et on a proposé des marquises qui, donc, présentent cette sous-face comme en courbe de niveau, donc qui ont ce narratif du voyage, mais qui en fait sont ultra-structurels. Donc, le bois fraisé, c'est des immenses dalles de bois qui sont fraisées, mais en fait, autour du poteau, il y a plus de bois, mais ce n'est pas parce qu'on veut que ça fasse joli, c'est parce qu'en fait, structurellement, c'est comme ça que ça tient. Où est-ce qu'on a besoin de moins de bois sur les côtés? On aura moins de matière bois, le fraisage sera plus important à ce moment-là, et ça permet de créer ce motif. L'attachement émotionnel pour nous, il est là aussi à travers le fait que les gens connaissent ce lieu. La plupart des gens, ou même des touristes, ils viennent ici pour ces vallonnements. Eux, ils peuvent prendre cette proposition comme une proposition poétique, mais on sait aussi que ce n'est pas juste de l'esthétisme, mais qu'il y a une recherche aussi constructive derrière. Ça, c'est le stade un peu plus dans le réel auquel on est maintenant. Ces marquises, elles vont être construites au printemps. Donc, on voit bien sur la coupe le déplacement de matière, en fait, qui fait qu'il est beaucoup plus fin dans les bords et puis ensuite qui devient plus épais au milieu avec une intégration de toute la technique et de la fondation et de l'évacuation d'eau à travers la toiture. C'est aussi pour montrer que voilà, on s'attache beaucoup à ce côté émotionnel et poétique, mais en fait, c'est un parallèle. Pour moi, c'est vraiment un élément qui se développe en même temps que le côté ultra technique de chaque projet. Donc, en résumé, ce qui est important dans notre recherche et qui peut vraiment être un élément que vous pouvez aussi amener dans votre façon de penser de tous les jours aussi, c'est à quel point le fait de ressentir une émotion quand on passe dans un local. Par exemple, ici, on est dans une pièce entièrement fermée. Certes, c'est une salle de projection, mais est-ce qu'on se sent vraiment à l'aise là-dedans? Après, il y a des contraintes qui font qu'on n'a pas le choix, mais je pense que si on a le choix de rechercher une qualité du bâti à travers des détails, on doit le faire. En tant qu'architecte, c'est vraiment une contrainte qu'on doit se mettre, de rechercher à travers des détails une qualité à laquelle les gens ils vont pouvoir s'attacher, ils vont pouvoir s'identifier. Et quand je parle des gens, ça veut dire les gens qui vont vivre cette architecture et pas nous en tant qu'architectes, qu'est-ce qu'on pense qui est bien, mais vraiment à qui on s'adresse. Le fait de s'adresser aussi aux gens en face de nous, aux gens qui vont vivre dans notre architecture, à tous, ça permet aussi aux gens d'avoir une certaine identification, de comprendre que c'est pour eux qu'on l'a fait, pour leur propre bien-être et l'utilisation de l'argent de leurs impôts aussi, pour être un peu plus pragmatique. Et ça permet aussi
ça leur permet aussi de respecter leur environnement parce qu'ils savent qu'il y a un soin qui a été mis. Donc, ils peuvent aussi, ça leur appartient aussi. Donc, on prend soin de ce qui nous appartient. Et je terminerai avec cette image de la maison de mon grand-père qui était architecte, qui est pour moi une réponse émotionnelle à laquelle je me rattache quand je me dis dans quel endroit, c'est une bonne question à se poser, dans quel endroit, à quel moment dans notre enfance, adolescence, quel était un lieu ou un moment dans lequel on se sentait bien ou où est-ce qu'on se sentait à l'aise. Pour moi, c'était par exemple le parquet de cette maison, quand il y avait certains rayons de lumière qui passaient à travers la baie vitrée. Là, je me disais, ah waouh, c'est vraiment ça qui est bien. Est-ce que c'est mettre du parquet au sol qui est bien? Est-ce que c'est avoir une baie vitrée qui est bien? Non, c'est ce ressenti à ce moment-là de un peu tout qui était aligné et qui fonctionnait. Et je pense que c'est extrêmement difficile, mais que c'est ça qu'on doit rechercher comme architecte, c'est quel est ce ressenti qui va faire qu'on a envie de rester dans le lieu et qu'on a envie d'en prendre soin. Voilà. Merci. On peut peut-être rester sur cette image pour te poser une ou deux questions. Tu veux t'asseoir? C'est bien comme ça? Qui a une question? Ou deux? Oui, Nina. Oui. Pourquoi vous avez choisi le motif des pierres organiques? Parce on voulait avoir une image, mais on voulait avoir un motif, donc on ne voulait pas avoir une image construite qui justement donne une direction directe, genre c'est un champ avec des coquelicots, bon voilà. On voulait avoir quelque chose qui permettait aux gens de se perdre ou de voir eux-mêmes ce qu'ils veulent. Donc c'est aussi un collage, voilà, on le voit un peu là, de plusieurs photos. Et il y avait l'idée aussi de la première idée qui viendrait à l'esprit, c'est de se dire ah, c'est des salles d'eau, alors on va mettre de l'eau par exemple, ou une recherche autour de l'eau. Sauf que sans faire de victimisation abusive, les gens qui sont dans ce foyer, par exemple, donc de nouveau, super contextualisation par rapport à l'utilisateur, c'est des gens, la plupart du temps, qui ont dû traverser des mers pour venir, pour être ici requérants, donc qui ont un rapport à l'eau qui est extrêmement complexe, que je ne pense pas que nous, on peut comprendre, mais auquel ils n'ont pas besoin d'être ramenés. Du coup, on a essayé de réfléchir sur un motif qui permettrait à beaucoup de gens ou pas, soit de l'ignorer parce qu'ils ne le comprennent pas, soit de voir ce qu'eux, ils veulent y voir vraiment. Donc de la pierre, par exemple, ou cette couleur jaune qui peut parler, je ne sais pas, d'épices, chez nous qui peut peut-être plus parler de sable, le bleu qui peut parler du ciel ou de certaines terres d'argile, ou de laisser quelque chose de faire un choix, mais de laisser quand même une interprétation aux gens. Voilà, je pense que ça répond à la question. Sur ce projet, est-ce que vous avez eu justement des personnes qui utilisent ce service d'eau pour voir un peu justement par rapport à l'intention de départ, comment ça a pu être perçu et voir justement l'impact On n'a pas eu de retour direct et moi, je n'ai pas voulu avoir de retour direct non plus parce que c'était aussi une idée de dire on fait cette proposition, on met à disposition cet espace et ensuite les gens, pour moi, ils n'ont pas... Enfin, ça me gênerait de devoir aller dire alors vous aimez bien, alors est-ce que vous vous sentez bien dans cet espace? Je trouve que les gens s'approprient l'espace ou pas et que, en fait, si dans 20 ans, quelqu'un qui a réussi à s'établir se dit « Ah, mais la première fois que je suis arrivée, j'avais cette image de couleur qui est restée dans ma tête » et qu'il le pense dans lui-même, moi, j'espère le ressentir. Mais pour moi, le rapport direct de retour, il n'est pas important et il n'est pas nécessaire.
parce que je pense que les gens prennent ce qu'on propose et en font ce qu'ils veulent. Voilà. Merci, Jeanne. Une question? Oui. Alors, il y a... Titiano. J'aurais juste qu'on va se poser ta question comme ça. Des requérants, c'est pas tout à fait la même chose. Des requérants. Et je trouve que ça a utilisé cette pierre mécanique pour faire un lien avec le fait que les binaires en traversant un lien. Non, non. On a justement essayé de faire aucun lien. On n'a justement pas voulu faire de lien pour pas que les gens... Oui, voilà. En fait, on a essayé de faire aucun lien. On a travaillé avec ces photos qui nous paraissaient intéressantes, qui nous paraissaient riches et qui pouvaient être qui pouvaient laisser libre cours à un imaginaire ou pas de minéral. Pardon? Parce que le photographe avec qui on a travaillé avait réussi à avoir ces clichés qui avaient ces colorations qu'on appréciait, quoi. Il n'y a pas de lien direct de genre est-ce que les gens meurent dans des volcans? Non. Donc, pas de lien. Il y avait encore une question là-bas? Des personnes et comment elles se sentent dans l'espace. Est-ce que vous faites d'abord une enquête avec des personnes Alors, il y a beaucoup de projets maintenant qui sont développés avec cette, comment ça s'appelle, cette participation collective. Souvent pour des gros projets où il y a tout un processus collectif où on demande aux gens qui vont habiter les futurs quartiers qu'est-ce qu'ils auraient besoin, qu'est-ce qu'ils aimeraient et tout. Nous, on n'est pas dans un fonctionnement comme ça. Par contre, on est dans une analyse sur plusieurs points, donc historique, vraiment paysagère, contextuelle, urbaine du lieu. On est dans un dialogue aussi avec les utilisateurs. Donc, c'est clair que, par exemple, pour la route, on n'est pas dans un dialogue avec les conducteurs de voitures, non. Mais peut-être, on a parlé avec les gens du village, mais on est dans une analyse qui est vraiment peut-être à un niveau un peu plus global que direct avec l'humain. Par exemple, on travaille beaucoup dans les prisons, là. On n'est pas en train de parler aux prisonniers direct en disant qu'est-ce qui vous ferait plaisir. Par contre, les groupes de travail intègrent tous les niveaux des gens qui travaillent avec les prisonniers, donc le cuisinier, mais aussi le chef de la sécurité, mais aussi le directeur de la prison, mais aussi le politique qui va décider de donner de l'argent aussi. Alors que jadis, on travaillait peut-être plus directement avec juste les gens qui payent le projet, et puis peut-être moins à un niveau plus recherché de, par exemple, le cuisinier lui-même qui doit bouger ses casseroles et qui dit « j'ai pas assez de place ». Donc, oui, il y a un rapport à l'utilisateur, mais qui est moins sous processus participatif, comme ça se fait beaucoup. Aussi parce qu'on est sur des projets à plus petite échelle quand même qu'un nouveau quartier, par exemple. Merci. Très belle. Xavier, on la main. Merci, Jeanne. Alors, donc, encore faut-il que je trouve. Donc, pour cette deuxième partie de Midi Archi, je vous présente Xavier Brunkel de l'agence Brunkel et André.
une agence parisienne qui travaille autour de différentes problématiques, mais essentiellement, on va dire, la question du logement et de ses usagers, beaucoup. Donc, je te laisse la parole. Merci. Merci pour ton invitation, Lynn. Alors, je vais parler d'un projet essentiellement qui me tient à cœur. C'est un projet dans lequel on a mis le doigt et qui nous emmène vers des choses un peu assez lourdes, en fait, en termes de conséquences sur notre travail, etc. Et ce qui nous intéresse énormément. Il s'agit de la réhabilitation du premier groupe HBM, Habitation à bon marché, qui est en gros le premier grand programme de logements sociaux dans la ville de Paris. Il y avait des tentatives avant, il y avait eu des projets préalables de logements qu'on va dire philanthropiques, mais là c'est vraiment le premier programme. On se situe en 1914, l'exode rural est important, la négociation sur la périphérie de Paris est en place et on fait sauter en fait le verrou de l'anneau vert qui n'est plus très vert puisque c'est devenu une ZAD géante, ça s'appelle la zone, et donc il y a un habitat précaire là-dessus. Et nous, on envoie simplement un dossier à Paris Habitat, qui est un des gros bailleurs sociaux de Paris, pour faire un concours sur cette réhabilitation du 5 Roustreau qu'on a rapidement vu pour être un bâtiment patrimonial assez intéressant. Et voilà qu'on est retenu pour faire cette compétition. Et j'annonce la nouvelle à l'agence en disant « Ouais, on est retenu ». Et à l'agence, on me dit « Oh non !» Double vitrage, chaudière à ventouse, porte de sécurité et mise aux normes, en gros. C'est la vision de la réhabilitation en site occupé. Et je me dis, waouh, c'est vrai, c'est peut-être ça. Bref, on y va quand même. Donc, on tombe sur un bâtiment qui est assez intéressant puisque c'est les normes, c'est le début de la réglementation, des normes hygiénistes dans cette architecture. Donc, on quitte l'îlot haussmannien qui est plutôt une continuité de bâti sur la rue avec des cours. Et là, la cour s'ouvre, la fenêtre s'agrandit, le bâtiment se désépaissit en épaisseur et on tombe sur des logements traversants et sur des typologies assez particulières. C'est donc en 14 que c'est conçu. Il y a un petit problème géopolitique qui est la guerre, la Première Guerre mondiale, qui retarde un peu le projet et il est livré en 1921. Mais il est livré pour permettre de libérer la zone d'occupation de cette zone d'occupation pour faire le grand programme de logements sociaux sur la périphérie parisienne. Donc lui, il est intégré dans la ville et il est dans un tissu déjà plus ou moins existant. Donc on arrive là-dessus, on s'interroge et on tombe sur une typologie de logement très particulière, 30 mètres carrés à peine, avec un espace jour, un espace nuit. L'espace nuit est séparé par cette cloison qu'on voit dans l'axe à mi-hauteur, qui sépare un petit coin nuit des parents d'un petit coin nuit des enfants qui ont une seule fenêtre pour les deux. Et là-dedans, il y a tous les gens qui sont là, qui sont des logements qui vivent, qui se sont appropriés cet espace et qui l'ont adapté, ils l'ont plus ou moins domestiqué, ou ils n'en sont pas très contents, on ne sait pas trop. Et en fait, nous, on a une hypothèse, c'est qu'il faut ouvrir, il faut donner des perspectives, il faut respirer, mais on voit bien que la question de l'usage, elle est bien plus complexe que ça. Et on se dit, si on arrive avec le gros sabot d'architecte en disant, c'est ça qu'il faut faire, ça ne va pas être forcément très intéressant. Et peut-être qu'on va réinterroger beaucoup plus finement cette question pour intégrer finalement l'habitant dans cette question de son chez lui. C'est un loyer de 270 € à 420 € par mois. C'est des gens très simples et souvent des gens seuls ou des gens en couple assez âgés. Et on arrive sur des problèmes de congestion assez importants qui nous interrogent. On se dit, mais comment on va mettre le doigt là-dedans? Qu'est-ce qu'on va faire? Des aménagements qui ont été faits en 86, il y avait un financement qui s'appelle le financement Palulose qui avait permis d'adapter les logements avec des ascenseurs, création d'une salle de bain, des chaufferies, des ventilations un peu bricolées dans tous les sens. Et finalement, ce travail-là est très impactant et a été fait alors que les habitants étaient sur place. Des espaces qui sont divisés, qui sont étroits, vous voyez l'étroitesse des intérieurs, et des problèmes de saturation assez intéressantes. Et qui ne sont pas tous liés à des pathologies psychiatriques très lourdes. Par exemple, en haut à gauche, c'est mon copain Michel, c'est un artiste, il est formidable, mais bon voilà, il n'aime pas trop jeter les affaires. Et puis les pathologies liées à l'humidité, ces petits espaces, et ils sont quand même parfois surhabités. Il y a des ventilations qui sont faites dans les anciens conduits qui sont poreux, qui sont des conduits en terre cuite, qui servaient à des petits poêles, et tout ça ne marche pas très bien. Et voilà, et donc cette question du logement, on l'a déjà abordée, nous, à l'agence, sous l'aspect de maison individuelle,
tout à fait classique. Ça, c'est la maison de ma maman. Ça s'appelle Charlotte. Vous avez entendu parler de Charlotte. Avec avec EM2N, qui est une agence zurichoise avec laquelle on a travaillé à Paris. Et on avait fait ce projet avec beaucoup de douleur pour vos camarades suisses, parce que les normes françaises étaient un peu cheap, avec un budget de 1 600 € par mètre carré pour faire ce bâtiment, et avec derrière la joie d'aller voir 2 ans après, 3 ans après, comment les gens avaient approprié leur lieu. C'était la première fois que je faisais un immeuble de logement, et j'étais très surpris de voir à quel point on n'avait aucune donnée sur le futur habitant, alors qu'il était identifié. Et là, on est retourné pour voir comment se passaient ces logements, etc. Et puis, il y a un autre projet avec Bowo, une agence que j'aime beaucoup, qui est une agence de Japonais qui ne mettent pas forcément des plantes vertes sur leur balcon, mais ça, c'est arrivé un peu plus tard. Et là aussi, il y avait tout un sujet sur le travail de l'appropriation. Qu'est-ce qu'on allait faire de ces salons? Et on est retourné les voir régulièrement pour faire des relevés de ça. Et c'est tout à fait assez marrant de voir comment, par exemple, ce grand salon qu'on avait imaginé, une espèce de lieu une fenêtre sur la ville, comme ça s'est retrouvé être un salon marocain avec des rideaux fermés et une banquette sur toute la périphérie, avec une justification ultra judicieuse de la part de la dame qui avait installé son salon marocain et qui était ravie d'avoir des grandes fenêtres malgré tout. Et c'était, elle te retourne cette histoire complètement. La réhabilitation, c'est un sujet aussi auquel on a eu affaire. Avec ça, c'était un château assez sympa. Il ne fallait pas que ça se voie. Le collectionneur était un peu paranoïaque. Il avait 50 000 livres à mettre dans ses granges. Donc, vous voyez, par exemple, la porte était trop basse et on a fait soulever la porte de 40 cm pour pouvoir rentrer dedans sans que ça se voie, avec un maçon génial. Enfin, c'était une aventure assez marrante. Et puis, la réhabilitation de logements dans Paris, comme cet immeuble, la transformation d'un hôpital en logement à Boulogne, et des réhabilitations dures sur des sujets de petits immeubles faubouriens qui étaient dévoués à la démolition d'après des diagnostics fatals qui étaient faits par la ville de Paris, auxquels on a répondu en disant non, il faut les conserver parce qu'ils ont des qualités de typologie, etc. Et on est rentré dans des réhabilitations assez lourdes puisqu'on avait des petits problèmes de solidité sur ces bâtiments qui étaient dans un sale état. Donc, on a mis la main dans la pâte de ça. Et puis, des moments géniaux comme celui-ci où tu découvres qu'en fait, dans Paris, un bel immeuble haussmannien en pierre à l'extérieur est à l'intérieur une espèce de chose comme ça, complètement à l'abandon. Et là, on est arrivé dans des folies structurelles qui a fait que j'ai eu une passion totale pour la réhabilitation grâce à ces aventures de chantier avec beaucoup d'intelligence collective qu'on a mis en place. Voilà, donc ça, c'est le contrat de notre contexte, la fameuse barrière, la ceinture rouge qui se met en place, la construction de ces grands HBM sur la ceinture parisienne, on le voit, c'est le périphérique actuel qui est à droite, avant-après, avec les talus de Vauban, qui était tout un tas une stratégie de venir faire planter l'obus dans le talus plutôt que de mettre une muraille haute. Donc, c'était tout un travail sur la topographie. Moi, je vais passer très rapidement, mais bref, ces lieux se font occuper de manière un peu improvisée, on va dire, et ça devient un espace de liberté pour les Parisiens. Mais voilà, et le logement social arrive. Et nous, on est donc sur le programme des 11 premiers HPM. Ça, c'est le nôtre à l'état d'origine quasiment. Cette photo date de 1925, je crois. Voilà. Et on voit qu'il y a des loggias ouvertes, etc., qui ont été refermées par la suite. Et ça, c'est une typologie assez intéressante. La nôtre est ici. Il y a un escalier, il y a 2 portes, 2 logements par escalier. Il y a un petit espace qui s'ouvre sur l'extérieur pour faire sécher le linge, fumer sa clope. Ici, un petit coin chiotte commun de 2 logements. Donc, c'est ultra minimal. Et ça se fait réhabiliter en 86, comme je le disais, avec ces éléments-là. Voilà. Oh mince. Voilà, donc on travaille sur une analyse, on fait un diagnostic sur ce bâtiment. On le secoue dans tous les sens. On essaie de comprendre comment il a été construit, comment il est. Bah tiens, tu vois, on parlait de lumière tout à l'heure. Les stratégies. Oui, il n'y a plus rien. Déjà, c'était l'hiver. L'ensoleillement, les densités, on les compare avec d'autres tissus parisiens. La structure de l'immeuble, comment c'est construit, on trouve pas mal de choses sur ça. On fait des sondages, on essaie de comprendre comment il est fabriqué. J'aime bien cette photo parce qu'elle montre qu'il y a 2 briques. La brique orange qu'on retrouve sur la façade et la brique rouge qui est notre brique. En fait, la brique, c'est fait un peu comme dans un four et c'est un peu comme une baguette de pain. Donc, tu as des briques qui crament sur l'extérieur et puis tu en as qui sont bien moelleuses, bien chouettes au cœur. Donc, en fait, ils triaient les briques et les briques qui étaient intégrées simplement à l'usage de structure sans être visibles étaient les briques les moins chères et on mettait les briques plus nobles en visibilité.
On a retrouvé même la fabrique qui est à 2 km de là, donc il y a une proximité, les systèmes constructifs, et on arrive sur ce que tu disais, sur le fait que cette question de la qualité, on commence à l'aborder, et on commence à l'aborder et on commence à se dire que ça serait intéressant de la partager avec les habitants. Voilà, on s'aperçoit qu'il y a tout un tas de stratégies pour arriver à améliorer thermiquement cette histoire, puisqu'il y a 35% de surface vitrée. Bref, on fait tout un travail d'analyse comme ça. On n'arrête pas. Et puis, en fait, on arrive au moment du concours, on arrive et puis on a tout ça dans la tête. On se dit, mais qu'est-ce qu'on va faire? Et on sent bien il faut optimiser l'espace, il faut peut-être travailler sur les réseaux, on sait comment isoler thermiquement, on dit qu'il y a des améliorations sur les accessibilités, enfin, il y a plein de pistes. Mais aux clients, on dit, écoutez, on a repéré un local qui fait 80 mètres carrés au rez-de-chaussée. Ce qui serait bien, c'est que vous nous le prêtiez pendant une année et que dans un an, on vous fasse une restitution du projet plutôt que de vous balancer une hypothèse de projet pendant un mois et demi de travail qui va s'avérer être un boulet qu'on va traîner, un peu comme vous avec votre projet ce matin qui a été un peu vite sorti et qui fait qu'au moment d'une analyse plus fine, vous dites peut-être que je pourrais retravailler certains éléments de mon projet. C'est plus facile quand c'est à l'école qu'avec un client comme celui-ci, institutionnel. Donc, on s'est dit, on va travailler un an sur le sujet. Et parce qu'on ne connaissait pas cette typologie, et personne ne les connaissait. On n'avait pas donc, on a commencé à schématiser le bâtiment. Donc, ça, c'est une espèce de vision synoptique qui nous a beaucoup aidé, qui nous aide encore, comprendre comment ça marche. Voilà. Tout un tas de questions qu'on pose. Et on travaille comme ça sur une espèce de vision. Là, c'est les cages d'escalier. En haut, c'est chacune des typologies en empilement. Et sur les 6 étages de ce bâtiment qu'on résume à ce schéma. On travaille sur les familles, on relève les typologies différentes. Ça, c'est notre local et c'est notre QG sur place où on a commencé à installer un gros travail de relevé de chacun des appartements. Et donc, on a reproduit cette espèce de tableau que je vous ai montré sur les murs avec des petites pochettes. Et chaque pochette, c'est une information sur un logement. On va chez les gens et on travaille sur la question de qu'est-ce qu'on peut améliorer dans ce bâtiment. Nous, on a des réponses avec un socle de solutions, mais eux, on les considère assez vite comme étant experts de la situation. Et donc, on les interroge sur quel est votre ressenti, comment vous habitez là-dedans et quelles sont vos stratégies d'appropriation. Et on fait comme ça un tas de relevés et on rentre dans le bâtiment. Elle a été super. Et on rentre dans le bâtiment avec tout un tas d'informations qu'on... Oui, je vais très vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais il y en a 120, donc je ne vais pas vous les faire tous. Mais voilà, on a tout relevé. Et donc, on a relevé le mobilier. Et l'espace libre changeait sur chacune des analyses de chacun des bâtiments? Oui, absolument. Et on a relevé le mobilier, on a relevé le type de cloisonnement qui avait été fait. Ça, c'est un bâtiment. Ça, on va dire que c'est la matrice, mais celle-ci a été largement secouée par rapport au modèle d'origine. Ça, c'est par exemple des solutions qu'on a vues ça, ce n'est pas la solution d'origine, mais qui a été modifiée par les habitants, une autre modification. Et on commence comme ça à avoir des informations sur comment eux ont pris possession de ce projet et de leur quotidien. Il y a des gens qui arrivent avec un dénuement plus ou moins important, avec des stratégies de mobilier plus ou moins développées, et on a comme ça toute une cartographie qu'on commence à mettre en place et qui nous intéresse énormément. Je passe très rapidement, mais en gros, on met à la même échelle le mobilier que l'immobilier. On ne fait pas de distinguo. Et puis, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Et là, on se dit, ça, c'est l'état d'origine, et on se dit qu'on peut... Donc, on arrive à une hypothèse de projet qui est de se dire qu'on pourrait sortir toutes les gaines et créer une décongestion de la salle de bain, créer des oriels en façade et mettre à l'intérieur tous les réseaux qui nous débarrasseraient totalement de ces emprises qui sont compliquées au niveau de l'aménagement. Et on propose cet oriel qui va impacter la façade à l'endroit même où il y a déjà eu, dans les années 80, un impact sur ce bâtiment. Voilà en gros le projet. Voilà. Et donc, on raconte aux habitants comment on va évoluer là-dessus. Il y a l'amélioration thermique, bref, il y a plein de sujets, l'accessibilité. Et on arrive à l'idée de faire cette maquette qui propose des projets, des éléments de projet. Et c'est une maquette avec plein d'éléments de projet différents qui nous permettent, par exemple, de scénariser assez vite des hypothèses. Et on lance une concertation. Alors, je ne suis pas sûr d'avoir envie de conserver ce mot de concertation, mais on travaille avec l'habitant qu'on réunit par empilement. On les réunit par empilement, ça permet de réunir des gens qui, sur 6 étages, ont la même matrice, le même plan, mais de discuter avec eux non pas de la question architecturale qui est figeante et qui est écrasante pour certaines personnes,
mais de travailler avec eux sur la reconnaissance qu'ils vont avoir par le biais de notre travail de ce plan de chez eux. On leur montre sur un paperboard en papier, on ne projette aucune idée, on ne projette aucune image intrusive. Pas de photo, pas de relevé à la main, que ce plan que vous avez vu sur AutoCAD du mobilier très schématique, mais très précis. Et par exemple, Lynn, je montre ton plan et je te dis, voilà, là, il y a la litière de ton chat. Là, c'est là que tu fais sécher ton linge. C'est là que ton mari s'installe pour regarder la télé qui est dans la chambre. Mais en ouvrant la porte, il est de bonne profondeur parce qu'il aime bien la regarder de loin, etc., etc. Et je rentre dans chaque logement, comme ça, par le principe de cette projection du plan. Et les gens, au lieu d'être interrogés sur cette question d'architecture, rentrent dans l'histoire par le biais de leur mobilier et de leur appropriation. Et tout de suite, ils rentrent dans une conversation avec moi qui est incroyable. Et en plus, comme ils sont 6 à chaque réunion, ils ont tous un truc à dire. Attendez, moi, je n'ai pas fait comme ça. Bah, on va venir à votre plan, etc. Et il y a un moment d'échange comme ça qui se fait. Et ensuite, de quoi je travaille avec eux sur les hypothèses de projets qui sont, par exemple, cette séparation espace-jour, espace-nuit, cette subdivision. Qu'est-ce qu'on peut en faire? Et tous, ils se mettent à réfléchir à un consensus pour me trouver une solution qui serait la même pour tous. Et là, il y a un moment incroyable où je réponds, je leur dis non, je n'ai pas besoin d'un consensus, vous avez chacun le choix entre une petite chambre ou la situation actuelle avec peut-être moins de cloisons, ou alors une petite cuisine, etc. Et là, ils me disent, on a le choix. Je dis oui, vous avez le choix. Et c'est dingue parce qu'ils s'en saisissent, il y a une espèce de moment d'émotion, moi ça me remonte, je suis désolé, mais c'était vraiment intense. Et on discute avec ça sur la question du choix. Voilà. Et donc, et au bout d'un moment, on a fait un témoin. On a fait un témoin consensuel, parce que c'est le témoin qui répondait le plus aux attentes des gens. C'était celui qui était revenu le plus souvent, avec une solution de mobilier très économique, parce qu'on a des gens qui vivent avec des cartons, avec des sacs, qui n'ont pas de mobilier, ou des mobiliers très, très surdimensionnés et pas adaptés. Donc ça, c'est une hypothèse de travail, c'est optionnel. Le vitrage, c'est l'ancienne fenêtre dont on a extrait le double vitrage qui était peu performant pour faire une fenêtre à l'intérieur, puisque ma matrice se retourne. Il y a un moment dans le bâtiment, elle se retrouve avec l'espace jour qui est au sud et l'espace nuit, on va dire, au nord. Et puis dans le retournement, il y a un moment donné où l'espace chambre se retrouve être au sud, profite de la lumière, et l'espace jour, lui, il se retrouve plutôt dans l'exposition nord. Donc, des gens m'ont dit, est-ce qu'on pourrait trouver une solution contre ça? Donc, on en arrive à se dire, bah oui, mais c'est super coûteux, une cloison vitrée, sauf quand on dispose de plein de fenêtres qu'on va être obligé de changer, donc on les permet. Et puis avec les portes de distribution, on les remet en place sur la nouvelle cloison, on récupère les vieilles portes à panneaux qui sont quand même vachement chouettes, les poignées, et avec les portes qu'on a gagnées, on fait le meuble de la cuisine. Voilà, le petit meuble qui est là est fait avec les portes de distribution intérieure. Et voilà, et on a donc ce projet qui est... Alors, on a parlé pendant toutes les réunions, je leur ai expliqué comment on change une fenêtre, comment on extrayait la fenêtre, comment on remettait une fenêtre neuve avec une vraie étanchéité, comment on doublait l'isolant thermique, etc. Et j'avais en face de moi, parfois, des maçons, j'avais des électriciens, j'avais des gens du bâtiment qui animaient. Il suffit qu'il y en ait un sur une réunion de 6 personnes pour que tout de suite, moi, j'ai un challenge à relever. C'est comment vous allez faire, machin que ça. Donc, j'ai des questions assez techniques. Et après, ces gens-là qui sont tous informés de comment on va faire, qu'est-ce que c'est que cette valeur travail qu'on va injecter dans le bâtiment par un savoir-faire, ça les intéresse tous. C'est étonnant, il y a une vraie attraction pour ça. Ils viennent vérifier. Alors, ils sont là dans le contrôle, ils sont témoins de « Ah ouais, il ne nous a pas menti, etc. » Il y a un rapport de confiance qui se met en place, qui est déjà en place depuis le début, en fait, avec le client qui nous laisse le truc pendant 1 an, après avec les habitants. Et là, on en est là. Et donc, il y a un vote des habitants, puisque leur loyer est augmenté. Et on a battu tous les records par habitant, parce qu'on a eu 90% de votes positifs pour faire ce projet. Donc, voilà, moi, je suis très, très content de cette aventure, mais qui est terrible en termes de temps passé, de chronophagie, d'investissement, et qui, si vous le faites, négociez bien votre contrat avant, parce qu'il faut vraiment vous comptiez vos heures sur ce travail, parce que ça a quasiment mis l'agence en péril, en fait. Donc, on a renégocié derrière, et heureusement, derrière, il y avait un autre concours, et on a réussi à l'attraper, qui était une belle réhabilitation de caserne, mais voilà. Donc, on a encore 36 mois de chantier devant nous. Voilà, ouais, à peine. Et voilà, mais c'est une aventure extraordinaire. Et ce qui est intéressant, c'est d'intégrer aussi dans cette question-là des notions sur le commun, sur le jardin,
sur le square Attenant, sur l'école maternelle et l'école primaire qui n'est pas loin, qui pourrait aussi, l'école primaire, moi j'aime bien travailler, j'aime bien remonter les vocations sur le métier du bâtiment. Et encore une fois, cette expérience de réparer, c'est un récit qui peut tout à fait intéresser ces gamins qui vont voir du bruit, des nuisances pendant 3 ans et aller leur faire quelques visites pour qu'ils voient et qu'ils comprennent, c'est tout à fait intéressant. Voilà, c'est un des projets de l'agence et c'est un projet qui nous tient à cœur. Oh non, je ne dis pas ça. Non. Alors, le temps c'est génial. Le temps, ça te permet de réfléchir, ça te permet de poser les choses. Et sur ces questions de réhabilitation, c'est chouette. Voilà, merci. Pardon. Quelques questions? Non, très bien, on va corriger. Non. Ah, j'ai pas voulu répondre. Non, ça doit faire 3 ans et demi. Alors, à l'origine du bâtiment, quand il a été construit, on estime qu'il y avait entre 600 et 800 habitants. Il y avait une chambre mortuaire parce qu'il y avait la grippe espagnole. On n'a pas voulu raconter aux gardiens qu'ils dormaient depuis des années dans la chambre mortuaire, mais on avait des données assez technologiques. Et aujourd'hui, il y a 125 habitants, ou 135, pardon. Il y a des logements qui ont été libérés. Ça va nous permettre de faire les permutations. Et donc, on a tout un travail savant de délogement, relogement, etc., de zones d'échange. Pendant ce déménagement, on a une ressourcerie qui va permettre aux gens de stocker les objets sur lesquels ils ont un questionnement. Je jette, je donne, je vends, je ne sais pas trop, etc. Et on va récupérer toutes les petites poignées. Vous avez vu le placard, il n'y a pas de poignée sur notre placard parce qu'on va avoir plein de petites poignées, puis on va les remettre sur le placard et on va faire un jeu de pistes sur le poignet. Enfin, voilà, on va s'amuser avec ça. Ça nous occupe énormément. Mais en fait, cette question du réemploi, elle est étonnante. J'ai fait un immeuble que vous avez rapidement vu passer. On avait été obligé de mettre une accessibilité par un ascenseur dans une jolie cage d'escalier avec plein d'éléments de ferronnerie. Et on a récupéré ces éléments de ferronnerie, on a fait les mains courantes avec. Et tous les écuyers, ce sont les anciens écuyers d'escalier haussmannien qu'on a ressoudés, etc. Un travail très simple. On avait des tonnes de bâtons, tu vois, qu'on a assemblés pour faire cette main courante, qui du coup a coûté pas très cher en ressources, même rien du tout. À ce moment, un travail de soudeur assez important. Et les petites grand-mères qui habitaient déjà là, elles sont arrivées, elles ont mis la main là-dessus, elles ont fait « Oh, mais c'est notre escalier !» Et en fait, elles ont compris qu'il y avait de notre part une attention et du coup, elles avaient considéré que le travail était beaucoup moins impactant, beaucoup moins violent. Et voilà, il y a une espèce de cette petite attention et c'est incroyablement, ça déclenche pas mal de choses. Là, sur la caserne, on travaille on a des toitures en ardoise à refaire. Et dans les cuisines, on a des crédences à refaire. Donc, on redécoupe les ardoises, on en fait un carrelage pour mettre sur les crédences. On a, avec les tuyaux de chauffage qui sont en acier, on va faire tous les systèmes de rack à vélo, parce que c'est des tubes en acier qu'on peut plier. Tu vois, on les a avec tous les raccords, donc on va faire le système de rack à vélo avec ça. On a 450 mètres carrés de tomates dans les greniers qu'on va remettre dans les cuisines. Oui, sur site. Là, ouais. Et puis, alors, comme on a plusieurs chantiers, parfois on a du pavé, on les met là en attendant. C'est une espèce de magouille. Là, j'ai 300 portes dans un garage qui attendent d'être transformées pour faire du mobilier également. Donc, on commence à… Voilà, c'est très marrant cette histoire-là. Et c'est intéressant de créer cette attention à la matière comme ça. Voilà. Alors, ça m'amène à une question par rapport au travail un peu plus classique, habituel dans la notion d'architecte. Est-ce que vous le referez? Alors, oui, on le referait. Alors, non, il y a pas, sur la réhabilitation, tu n'as pas 2 fois la même question. Là, on a répondu, par exemple, avec une agence qui s'appelle Encore Heureux, à un concours de 250 logements sur un patrimoine de 1932, un peu plus dur, plus dense, et avec une valeur patrimoniale un peu plus faible, mais avec l'intégration de 60 logements étudiants au sein de 250 logements sociaux. Et on s'est dit que c'était hyper intéressant de mettre en place cette question de l'intégration du logement étudiant, qui est un sujet formidable, vous le savez, au sein de logements sociaux. Et on s'est dit, on y retourne, mais ce qui était bien, c'est qu'on a proposé une autre approche. Et puis, comme on est avec une autre agence, on s'est dit qu'on allait discrètement leur filer tous les trucs qu'on ne voulait pas refaire à eux. Et puis voilà. Non, mais oui, bien sûr, il y a un retour sur l'expérience et l'idée, c'est de progresser dans ce travail. Mais là, on est allé assez loin. Ouais. Voilà. On n'a peut-être pas besoin de tout relever. La litière du chat, ce n'est pas forcément un élément important dans tous les projets. Mais là, ça l'était. Voilà. Moi, j'ai une question.
Dans vos catégories, le classement, volume de rangement, lit, salon, espace libre. L'espace libre, qu'est-ce qui vous a apporté comme… Rien. Non, l'espace libre, c'est… Non, mais c'est vrai. Systématiquement sur tous les appartements. Oui, ça a été… C'est intéressant, il a rien… Enfin, il n'a pas apporté… Si, il a apporté l'idée qu'on pouvait… C'était surtout une démonstration à l'égard de l'habitant, d'un soin qu'il pouvait avoir et de ce qu'il pouvait… de quoi il pouvait disposer en fonction des différentes catégories. C'est surtout dans un travail de pédagogie, plus de retour pour moi sur la matière à faire projet. Ça a été dans l'échange avec eux que ça a été le plus intéressant. C'est-à-dire qu'ils prennent conscience de l'espace que prenait l'objet, qu'ils prennent conscience… J'imagine parfois c'était très saturé. Voilà, ils prennent conscience qu'il y a une amélioration possible, mais ce n'est pas une démonstration violente, je ne leur dis pas. Mais quand tu vois ça, tu rentres chez toi après, qu'est-ce qui se passe, tu vois? Et ça, c'est intéressant. Le même logement, mais occupé par des personnes différentes. Oui, c'est ça, c'est le même logement. Ouais. Ils réagissent à ce type de schéma? Pas tous. Il y en a certains qui réagissent trop, un peu comme la question qu'on te pose, pourquoi tu as fait ce carrelage, tu sais, et que tu ne veux rien dire, parce que tu ne peux pas révéler tout, et il faut laisser les choses macérer, sans forcément en faire une leçon, et sans forcément attirer un raisonnement. Je pense que cette pelote de laine, qui est le bordel dans lequel on est, chacun doit sortir son fil. Moi, je n'ai pas envie de faire le récit de tout. Donc ça, on laisse ça comme ça. J'en sais rien, mais je ne vais pas faire… Voilà, je ne suis pas théoricien, tu vois, donc je n'ai pas envie de rentrer dans un travail d'analyse. Voilà, ça reste ça, et ça me suffit largement. Parce qu'après, je vais rentrer dans un projet qui va répondre à ça et pas à la situation de l'habitant. Je pense que j'ai peur de rentrer dans une machine après. Un algorithme, un truc qui va nous donner des réponses. Non, je n'ai pas envie. C'est là. Voilà, on sait que c'est là. Mais… Ça n'a pas été une matière forcément qui nous a permis de faire le projet, mais c'était une méthode d'analyse complète. Voilà, c'est la méthode d'analyse. En fait, ça revient au fait que l'inventaire, on ne sait pas ce qu'on va en faire, mais il faut toujours faire un inventaire. Cette question d'inventaire vous mènera, je ne sais pas où, mais il est là, et et avec ça, vous faites projet. C'est hyper intéressant, l'inventaire. En France, on a besoin de prendre. Ouais. Après, tu sais que tu l'as mesuré, tu sais que tu l'as quantifié, tu sais que c'est là. Et puis, ça va sortir. À un moment donné, mais tu sais que c'est là. Et tu fais le projet sur cette assise-là. Donc, tu es ancré dans un truc qui est très agréable. Mais je ne peux pas te dire que j'en fais forcément réponse. Voilà. Merci. Merci à toute votre équipe, là. Et on va retourner voir vos travaux. Exactement. On reprend le jus. Allez.